Bonjour à tous, j'espère que tout va toujours très bien pour vous. Nouvelle vidéo et surtout nouvelle série de vidéos, série ambitieuse qui se voudra rigoureuse en ce qui concerne l'école autrichienne d'économie, de ses fondements jusqu'à l'anarcho-capitalisme. Donc sur 8 à 10 vidéos à peu près, on va reconstituer avec précision historique, rigueur philosophique et plusieurs explications pas à pas, l'un des courants de pensée les plus cohérents et les plus radicaux de l'histoire des idées économiques et politiques. Alors, nous irons évidemment des origines, en 1871, jusqu'au développement contemporain, chez Rothbard ou encore Hoppe, en passant par la méthodologie, la théorie du capital, évidemment la monnaie, le cycle économique de la critique de l'État. Et donc, cette première vidéo est consacrée forcément aux origines, ainsi qu'à la révolution marginaliste de 1871. Et pour ce faire, on va se concentrer sur Karl Menger. Alors, on va examiner en profondeur le contexte d'abord intellectuel, mais aussi s'intéresser à la biographie de Menger, et puis le contenu révolutionnaire de ces fameux... Alors, désolé pour la prononciation, j'ai fait LV2 espagnol. Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Voilà, pour une première, je pense que j'aurais du mal à faire beaucoup mieux. Les différences également avec Jevons et Walras, et puis les premiers pas vers ce qui deviendra l'école autrichienne. Donc, vous l'aurez compris, ça fait déjà quasiment 2 minutes que je parle. C'est pas une introduction légère, c'est à la limite du plan universitaire, puisque c'est dense, ça va être documenté avec des citations originales, des analyses conceptuelles approfondies, mais toujours dans un esprit accessible avec des exemples concrets. Et puis, je trouve ça plus sympa de passer en vidéo comme celle-là, de type radiophonique, plutôt qu'en conférence, où c'est très compliqué pour la prise de notes. Et puis surtout, là, vous pouvez tout simplement faire pause et réécouter les passages clés. Donc, je trouve la méthode, en tout cas, plus sympathique, quand même, dans cette forme d'apprentissage. En ce qui concerne désormais la structure, le sommaire de cette vidéo, on va tout d'abord parler du paysage intellectuel de la seconde moitié du 19e siècle, pour ensuite, en deuxième partie, arriver sur Karl Menger, son parcours, son positionnement, et puis surtout sur la genèse de l'œuvre. Et puis, en troisième partie, par exemple, on s'intéressera à sa publication de 1871, le contexte de l'époque, et puis sa réception. En quatrième partie, les concepts fondamentaux à travers le bien, les besoins, la valeur subjective et l'utilité marginale. En cinquième, les différences avec Jevons et Walras, et à savoir pourquoi la voie autrichienne est unique. Et puis, on va parler évidemment des premiers disciples et la naissance de l'école en vue d'une deuxième partie consacrée à la praxéologie. Ou du moins dans la deuxième vidéo. Alors pour commencer, en ce qui concerne le paysage intellectuel dominant, nous avons dans les années 60-70, je parle évidemment du 19e siècle, donc il faut comprendre 1860-1870, durant donc ces années, la science économique traverse ce qu'on appelle une crise de légitimité. On a d'un côté l'école classique britannique avec Smith, Ricardo ou encore J.S. Mill. Et donc, cette école britannique classique repose sur une théorie objective de la valeur et surtout de ce qu'on appelle la valeur travail. Selon eux, la valeur d'un bien proviendrait du travail nécessaire à sa production. Mais ce cadre explique mal le célèbre paradoxe de l'eau et du diamant. Vous savez pourquoi l'eau vitale a une valeur marchande faible, tandis que le diamant, qui est inutile à la survie, en a une très élevée. Et donc, eux répondent, les classiques invoquent donc les coûts de production et la rareté relative, mais restent quand même prisonniers d'une vision objective et matérialiste de la valeur.
Et puis parallèlement, on a en Allemagne, dans l'espace germanophone, l'école historique, le triomphe de l'école historique allemande, avec Roscher, Knies ou encore Schmoller, qui eux sont influencés par l'historicisme romantique et de ce que l'on appelle le rejet de l'abstraction des Lumières. Donc les auteurs là, que je viens de citer affirment qu'il n'existe donc pas de loi économique universelle et que donc chaque peuple, chaque époque a ses propres institutions, son esprit, et donc ils appellent ça le Volksgeist. Selon eux, donc l'économie doit être une science inductive, descriptive, presque, je dirais, ethnographique, fondée donc sur l'étude des archives et des faits historiques concrets. Et donc, toute théorie abstraite est, selon eux, jugée vaine ou idéologique. Donc, on a d'un certain côté, donc du côté britannique, une valeur travail dit rigide, et de l'autre côté germanophone, un historicisme relativiste qui renonce à toute généralité. La science économique manque d'un fondement subjectif et logique solide, et donc c'est dans cette faille que Karl Menger va donc intervenir. Donc qui est Karl Menger ? Karl Menger, il naît le 23 février 1840 à Neuendeez, en Galicie, qui je crois est aujourd'hui la Pologne, si je ne m'abuse, qui fait alors partie de l'Empire austro-hongrois. Il vient d'une famille assez cultivée tout de même, hein. Son père est avocat. Il étudie d'abord le droit à Vienne, à Prague, et il obtient son doctorat en jurisprudence à Cracovie en 1867, donc à 37 ans. Au départ, il travaille comme journaliste économique et devient fonctionnaire ensuite au ministère de la Presse. Et donc évidemment, ces différentes expériences de terrain vont être décisives pour lui, puisqu'il a la chance de pouvoir observer les marchés réels, les fluctuations de prix, les comportements individuels, etc. Et donc en 1871, à 31 ans, à seulement d'ailleurs 31 ans, il publie les principes d'économie politique, les fameux Grundsatz der Volkswirtschaftslehre. Là, j'ai failli laisser ma peau là. Initialement donc conçu comme thèse d'habilitation à l'université de Vienne. Donc, il faut savoir que Menger n'est ni un mathématicien comme Walras, c'est pas non plus un utilitariste benthamien comme Jevons, c'est plutôt un penseur dit aristotélicien par sa méthode, où il évoque la clarté conceptuelle, la classification rigoureuse, et puis un raisonnement déductif à partir de l'action humaine. Et donc ce livre, il le dédie à Wilhelm Roscher, donc de l'école historique, en signe de respect, mais quand même son œuvre va provoquer une certaine rupture, une forme de rupture. Puisque 1871 est une année charnière. On a 3 ouvrages qui paraissent quasiment simultanément et indépendamment d'ailleurs, entre eux, et qui marquent ce qu'on appelle la révolution marginaliste. Donc d'un certain côté, pour les Britanniques, c'est William Stanley Jevons, donc qui va sortir sa Theory of Political Economy en Angleterre. On a Karl Menger, donc qui va sortir son fameux Grundsätze. Je n'irai pas dire le reste, en Autriche, donc, parce que c'est très compliqué. Et Léon Walras, qui va sortir Éléments d'économie politique pure. Je crois que lui, c'est en Suisse, si je ne dis pas de bêtises, vers le canton de Lausanne, vers Lausanne, je crois. Et donc, la réception immédiate de Menger est plutôt mitigée, puisque en Autriche et en Allemagne, on a quand même l'école historique allemande qui domine. Et donc, on a ce qu'on appelle la querelle des méthodes, la Methodenstreit, qui éclatera officiellement aux alentours de 83-84, quand Menger va publier les recherches sur la méthode et qui va défendre une économie théorique pure contre justement l'induction historique exclusive de Schmoller. Et donc, dès 1871, Menger il va poser les bases d'une science économique déductive, individualiste et subjectiviste. Et donc, dans cette 4e partie, on va s'intéresser au cœur théorique, c'est-à-dire la théorie des biens, la valeur subjective et l'unité marginale. Alors, Menger, il va commencer par une analyse ontologique rigoureuse. Il va définir les biens. Un bien, donc Gut en allemand, est tout ce qui est en relation causale avec la satisfaction d'un besoin humain.
donc ce dont l'individu a conscience et dont il maîtrise la quantité disponible. Donc il va distinguer les biens de premier ordre, donc les biens de consommation finale, et puis les biens de deuxième, troisième, et ainsi de suite, en ordre supérieur, donc ce qui sont les biens de production et les capitaux. Et donc vient finalement cette théorie subjective de la valeur, qui est le point central. C'est-à-dire que la valeur n'est rien d'intrinsèque au bien, elle n'est pas une propriété des biens. Mais elle n'est pas non plus une chose indépendante. La valeur est le jugement que portent les hommes économiques sur l'importance que revêtent pour eux les biens à leur disposition pour la conservation de leur vie et de leur bien-être. Donc, selon lui, la valeur est subjective, contextuelle et marginale. Elle naît de la relation entre les besoins d'un individu et la quantité disponible d'un bien. Et donc, Menger va illustrer ça par un exemple célèbre, celui des sacs de blé, on peut faire pareil avec l'eau, donc d'un fermier qui possède 5 sacs. Et donc, le premier sac, ça va être pour la survie, le besoin vital. Le deuxième, il va pas être pour la survie, puisque c'est un deuxième sac, donc ça rajoute encore une fois. Donc, il va probablement améliorer son alimentation. Le troisième sac va permettre de nourrir les animaux. Le quatrième, fabriquer de la bière, et ainsi de suite. Le cinquième, pour un usage encore moins important, ou du moins moins vital. Si un sac est perdu, l'individu sacrifiera l'usage le moins important, le sac marginal. Par exemple, dans ce même exemple, il va sacrifier le sac qui était censé être fait pour fabriquer de la bière. Et puis si il perd 2 sacs, il va se nourrir lui au lieu de nourrir les animaux, et ainsi de suite. C'est cette utilité marginale, un terme qui a d'ailleurs été forgé plus tard par Wieser, qui détermine la valeur de chaque unité supplémentaire. Et donc, Menger a eu 2 citations très importantes dans dans ce cas concret. Il a dit « La valeur d'un bien et l'importance que ce bien revêt pour le sujet économique en tant que moyen de satisfaction de ses besoins. » Et il a rajouté également « Il n'y a aucune raison pour qu'un bien ait de la valeur pour un individu et aucune pour un autre, selon les différences de leurs besoins et des quantités disponibles. » Menger également développe la théorie de l'imputation. La valeur des biens de production, donc les facteurs, donc cette valeur est imputée rétroactivement à partir de la valeur des biens de consommation finale. Et donc cette approche résout définitivement le paradoxe de l'eau et du diamant et explique la formation des prix comme résultat d'échanges volontaires entre évaluations subjectives divergentes. Il y a donc une différence fondamentale avec Jevons et Walras. Et on va comprendre pourquoi la voix autrichienne est singulière. Donc Jevons et Walras, ils adoptent une approche mathématique, une approche continue et hédoniste, voire même utilitariste. Et donc Walras, il vise l'équilibre général avec des équations différentielles notamment. Menger, lui, il va rester dans une logique discrète, causale et processuelle. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher l'équilibre statique, mais plutôt le processus de découverte et de coordination au travers de l'action humaine. Et donc, Menger, il met l'accent sur l'incertitude, il met l'accent sur le temps et sur la complémentarité des biens et sur l'individualisme méthodologique strict. Et donc, c'est cette orientation qui distinguera durablement l'école autrichienne du mainstream néoclassique. Et donc, on a les premiers disciples et la naissance de cette école autrichienne, puisqu'à l'université de Vienne, Karl Menger forme 2 disciples exceptionnels. On a d'un côté Eugen von Böhm-Bawerk, qui, lui, va produire la théorie du capital, à parler de l'intérêt et
du détour de production. Et puis on a Friedrich von Wieser qui lui va parler d'utilité marginale, de coût d'opportunité et d'imputation également. Et donc c'est avec eux que naît l'école autrichienne, un nom d'abord péjoratif donné par les Allemands mais qu'ils vont finalement assumer derrière. Et donc pour conclure, dans cette première vidéo, on a donc vu en 1871 Karl Menger, donc, qui ne propose pas seulement une correction technique à la théorie de la valeur, mais il fonde carrément une science de l'action humaine subjective, individualiste et déductive. Et donc cette révolution épistémologique mènera logiquement un siècle plus tard à la critique radicale de l'État, du socialisme et du monopole de la violence. Et donc l'école autrichienne n'est ici non pas comme une école d'économie au sens étroit, mais plutôt comme une forme d'anthropologie économique et philosophique. Et donc, comme promis au début de cette vidéo, dans la prochaine vidéo, dans le deuxième module, on va se plonger dans la praxéologie donc, de Ludwig von Mises, la méthode donc, autrichienne face au scientisme et à l'empirisme. Donc, si cette vidéo assez dense vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, en me disant par exemple quelle idée de Menger vous semble la plus puissante. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, évidemment, encore une fois, pour suivre toute la série et ne rien rater. Donc, restez rigoureux, restez libres et à très bientôt.